Bonsoir, de retour à Mediapart pour ce en direct de Mediapart lié à nos 8 ans, mais qui est surtout rattrapé par l'idéal même de Mediapart, du virtuel au réel, un journal participatif, un journal indépendant, un journal à l'écoute de la société. Et donc le grand débat de ce soir est évidemment consacré dans la diversité des intervenants à ce qui concerne toutes les générations, tous les milieux sociaux, la loi sur le travail. C'est de cela dont nous allons parler en 3 plateaux, en 3 moments. Un premier moment, et je vais vous présenter avec Rachida El Azouzi de la rédaction de Mediapart, nos intervenants, qui est autour de la mobilisation. Nous sommes au lendemain du 9 mars, nous sommes avant le 17 mars, avant le 31 mars et avant d'autres mobilisations qui existent dans la diversité syndicale. Comment poursuivre ces mobilisations? Qu'est-ce qu'elles disent dans la façon dont elles ont démarré? Ensuite, il y aura un deuxième débat avec 2 économistes. Cette réforme, concrètement, qu'est-ce qu'elle signifie? Pourquoi est-elle une régression? Est-elle amendable ou non? Très concrètement, qu'en pensent 2 économistes qui nous rejoindront tout à l'heure. Et enfin, on terminera en disant, mais y a-t-il une bonne réforme du Code du travail que d'autres acteurs, et pas d'en haut, pas dans le secret d'un cabinet ministériel, pourraient promouvoir? Mais on commence déjà par ce premier débat. Je vais présenter les 7 intervenants. C'est exceptionnel. Alors, c'est même un pari pour les caméras et l'équipe de Pierre Catan, 7 par rapport à notre studio qui est au cœur de la rédaction de Mediapart. Les 7 intervenants ont cette particularité de représenter justement dans sa diversité le bouillonnement entre les acteurs anonymes, au sens ils ne sont pas anonymes, mais vous allez voir leur visage, mais qui ne sont pas des organisations, qui sont des citoyens, des salariés, des précaires, qui sont surgis par le numérique, les organisations syndicales, des militants qui ont une anticipation, une antériorité sur ces questions. Alors d'abord Tatiana, qui est vidéaste, vous êtes chroniqueuse sur votre chaîne, enfin vous êtes plusieurs sur la chaîne YouTube qui s'appelle Le Fil d'Actu, le lien est sur Mediapart, n'hésitez pas. Je rappelle que tout est en accès libre sur Mediapart ce soir. Ensuite, il y a face à vous, dans un autre genre, puisque vous êtes là une organisation, et on en parlera, les youtubeurs ont eu quelques méfiances par rapport aux organisations installées. Vous êtes vice-président de l'Union nationale des étudiants de France, l'UNEF. Vous êtes Martin Bontemps, qui représentait cette organisation syndicale qui appelle, donc je l'ai dit, après la journée du 9 mars à un deuxième rendez-vous le 3 mars. De l'autre côté, et merci d'avoir fait accepter notre invitation, car vous allez avoir un peu fort à faire dans ce que vous avez à défendre par rapport au débat sur est-ce que cette loi est amendable ou non. Je vous dis merci parce que vous êtes donc Joseph Touvenel, vous êtes vice-président de la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens, et vous êtes parmi ces organisations syndicales qui donc n'ont pas appelé hier, appellent à un rassemblement samedi, si je ne me trompe, et qui considèrent qu'il y a des choses très discutables et d'autres choses amendables dans ce projet de loi. En face de vous, il y a Adèle, qui est l'une des animatrices sur Facebook de cet appel qui a été initié d'abord de la base, de n'importe qui de la démocratie numérique, appelé à la journée de grève et de manifestation qui a eu lieu finalement le 9 mars. Voilà Adèle qui est là et qui représente ça. En face de vous, un ancien de la lutte sur le terrain de la précarité qui concerne les jeunes, Samuel Churin est porte-parole depuis pas mal de temps du collectif des intermittents et précaires, CIP, pas à confondre avec le CIP d'autres luttes de la jeunesse, et justement qui ont posé ces questions de la précarité, du travail discontinu comme des questions qui concernent tout le monde. En face de vous, de l'autre côté, Elliot Lepers, qui est co-initiateur de la pétition également sur le numérique, et c'est l'homme des manifestations numériques. Hier, vous pouviez manifester sur votre ordinateur si vous ne pouviez pas aller dans la rue, qui est donc de hashtag loi travail non merci. Il y a eu
donc on vaut mieux que ça, c'était les youtubeurs, et il y a loi travail, non merci. Et voilà, donc, et enfin, pardon, voilà, parce que je faisais le va-et-vient, mais là, il y a 4 et 3 de l'autre côté, donc j'avais un trou. Il y a enfin Ludo, qui est aussi vidéaste, et sur une autre chaîne qui est Osons causer. Et d'ailleurs, c'est vous, une fois qui avez fait quelque chose sur Mediapart, qu'est-ce qu'il faut penser sur Mediapart? Le cas Mediapart. Comment juger un média? Le cas Mediapart. Oui, c'était très bien, mais ça a été stimulant. Maintenant, j'ai fait le monsieur loyal, c'est Rachida qui suit tout ça de près, avec Mathilde Gohanec que vous allez retrouver tout à l'heure, qui sont au cœur du suivi des questions sociales. Oui, alors dans un premier temps, on va aborder un petit peu cette mobilisation qui est d'abord virtuelle, partie des profondeurs du web. Et je vais d'abord commencer par me tourner vers vous, Tatiana et Ludo, les youtubeurs. Donc l'un l'autre, vous, dans le fil d'actu, vous donnez du sens à l'information. Vous, Ludo, vous parlez, vous causez politique, mais pas trop, philosophie, sociologie. Qu'est-ce qui vous a convaincu, vous qui êtes extrêmement méfiant, défiant envers toutes les institutions, qu'elles soient politiques, syndicales, etc. Qu'est-ce qui vous a convaincu de vous lancer dans le mouvement contre la réforme du Code du travail ? Au départ, on ne s'est pas lancé. Je ne comprends pas trop votre question, parce que nous rapprocher des institutions dans notre lancement, c'est un peu étonnant. Non, qu'est-ce qui vous a fait rejoindre ce mouvement qui était en train de naître sur le web ? Sur le web, mais en fait, c'est un collectif de youtubeurs à la base. On avait des affinités entre nous, chaque vidéaste, et on s'est rendu compte que chacun prenait des risques sur ses chaînes, des risques politiques, prenait position, et on s'est rendu compte que cette loi-là méritait une prise de position peut-être commune. Et en discutant, petit à petit, à l'usage, on a eu l'idée de cette vidéo et de ce hashtag. La vidéo collective. Exactement. Et après, ce qui est devenu le hashtag, ça dépend de nous tous, il appartient à tout le monde. Et donc du coup, notre positionnement initial n'avait vraiment aucun rapport avec des institutions, une temporalité, un mouvement social, des cortèges. Qu'est-ce qui vous a fait réagir quand vous avez... Parce que c'est très technique au départ, ce projet de loi. Qu'est-ce qui vous a fait bouger comme ça ? L'évidence ? Oui, l'évidence, parce que pour nous, en tout cas... Mais c'est quoi l'évidence ? C'est le droit du travail qui peut être remis en cause ? Ça fait quand même des années et des années que jeunes et moins jeunes vivent des conditions de vie de plus en plus compliquées, au travail et à l'extérieur du monde du travail. Et donc, pour beaucoup de youtubeurs engagés dans la politique et qui proposent un discours critique qui met en sens les choses, on est au courant de cette réalité. Et cette réforme-là, c'était simplement l'occasion de nous parler entre nous et de réfléchir projet commun. Donc l'impulsion vient simplement d'une rencontre entre youtubeurs politiques. Ouais. Elle n'est pas suscitée par la loi, elle est suscitée par nos affinités ensemble. Et cette loi-là, c'est un déclencheur parmi d'autres, ça aurait pu être n'importe quoi. Ça aurait pu être n'importe quoi. N'importe quoi de ce gouvernement. Tatiana. Je suis totalement d'accord. Hein. D'ailleurs, ça s'est imposé totalement comme une évidence, notamment pour nous au fil d'actu, puisque, comme vous l'avez si bien rappelé, notre objectif, c'est de donner du sens à l'information, à une heure où on est tous noyés sous une masse d'infos en continu qui nous semblent déconnectées les unes des autres, où en fait on essaye de mettre en relation les faits et dire que les choses ont des causes et des conséquences. Chaque événement n'est pas isolé et ne peut pas être pris hors contexte. Et de fait, quand cette loi est sortie, c'est pareil, c'est pas juste la loi en tant que telle. C'est qu'il y a un contexte global, il y a des politiques qui sont menées depuis un certain nombre d'années, et d'ailleurs par des gouvernements de droite comme de gauche, quoi. Hein. C'est pas une prise de position politique au sens l'échiquier gauche-droite, c'est pas ça. Mais je pense qu'en fait, ce qui nous a réunis là-dessus, c'est la volonté de faire de la politique, mais de nous intéresser à la politique au sens de la vie de la cité, vraiment au sens littéral du terme, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de jeunes qui s'intéressent à ça, mais qui se disent apolitiques parce qu'ils sont totalement dégoûtés, en fait, de ne pas se sentir représentés. Et de fait, la réalité, c'est ce qu'on dit dans la vidéo. Les gens qui ont fait la loi, ils connaissent rien du tout à la réalité du monde du travail. C'est des gens qui n'ont jamais travaillé. Et nous, on vit ces galères-là, quoi, aussi au quotidien. Et ça nous a rapprochés et ça fait que on a envie d'en parler. Et visiblement, ça a pris parce que tout le monde est en galère depuis un certain moment quand même, quoi.
Justement, Adèle, vous, je ne sais pas si vous êtes en galère ou pas, comment vous le qualifieriez, vous recherchez un emploi, vous avez terminé vos études et vous êtes à la recherche d'un emploi. Vous avez rejoint l'appel du 9 mars qui a été donc lancé sur Facebook. L'appel du 9 mars, donc je rappelle rapidement qu'est-ce que c'est. C'est un appel qui part de 3 militants à la base CGT qui sont 2 en région parisienne et qui d'abord poussent un cri de colère en créant un événement qui s'appelle Appel à la grève générale, qui ensuite est repris par plusieurs personnes de la société civile qui s'impliquent, qui décident de s'impliquer et de participer à l'organisation des manifestations, etc. Donc vous, Adèle, à titre personnel, qu'est-ce qui vous a fait rejoindre cet appel ? Alors, à titre, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant de savoir pourquoi à titre personnel. Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir que effectivement, parce qu'aujourd'hui, moi, je m'oppose à ce projet de loi et que je me sens citoyenne concernée et que je sais aussi que je ne suis pas la seule parce que justement, comme vous le dites, j'ai rejoint des amis qui, du coup, avaient lancé l'appel et je me suis greffée sur l'appel du 9 mars et le rassemblement à 14h, place de la République. Et je trouve ça très intéressant aussi et je me reconnais beaucoup dans ce que disent du coup Tatiana et Ludo, c'est que aujourd'hui, quelle que soit notre situation, jeune, pas jeune, travailleur, chercheur d'emploi, on se sent quand même quand même très mal par rapport à ce projet de loi et on a vraiment envie de se faire entendre et du coup d'ouvrir un espace où les gens peuvent se réapproprier le débat et d'ouvrir vraiment la parole et les espaces de parole pour toutes les personnes qui ont envie de se mobiliser contre ce projet de loi. Et moi, en fait, c'est ça qui m'a intéressée, que ce soit dans l'organisation de l'appel du 9 mars ou que ce soit en regardant les vidéos des youtubeurs ou autres. Vous aviez déjà fait de la politique un engagement ? Je veux dire de la politique au sens que, comme vous La l'avez dit, politique du bien citoyenne. commun, comme l'a dit Tatiana, vous aviez déjà... C'est votre premier... C'est pas mon premier, mais finalement, le fait que j'en ai fait avant ou pas, quelque part, moi je suis là aujourd'hui, c'est ce qui est important et je suis pas toute seule et c'est ce qui est d'autant plus important. Elliot, alors vous, des expériences virtuelles, vous en avez conduites plusieurs, donc vous êtes l'ancien écolo geek de la campagne présidentielle d'Eva Joly. Vous êtes un militant donc assez connu qui est à l'origine de la pétition Loi Travail non merci qui à ce jour a rassemblé plus de 1 250 000. 1 250 000 Encore un effort signatures. ce soir et on sera au 1 500 000. Allez. Parmi vos actions, donc, on a connu le contre-référendum pour une politique de gauche, qui était une réplique au site monté par Jean-Christophe Cambadélis, le patron du PS, à propos de l'Union de la gauche régionale. Vous avez aussi monté le site gueuledebois.fr au lendemain de la débâcle des régionales du second tour. Vous avez aussi monté une manifestation virtuelle Occupy Stevens en soutien à Rémi Fraisse, ce jeune manifestant qui avait été tué d'une grenade policière en marge du rassemblement contre le barrage du Testé dans le Tarn. Pourquoi cette mobilisation partie des profondeurs du web a-t-elle fonctionné cette fois-ci ? Depuis le début, vous dites il y a eu du virtuel, il y a eu du réel. Je pense que c'est quand même important de garder en tête que Internet, c'est pas virtuel. Internet, c'est extrêmement réel. Et là, vous invitez quelqu'un qui a créé un événement Facebook. Il y a des gens tous les jours qui créent des événements Facebook. Le C'est ça qui est virtuel, génial. c'est du réel. Ouais, enfin il y a des mondes qui sont extrêmement liés en fait. Et évidemment, bon, il y en a qui se passent sur un écran, mais C'est qui ont d'abord des du clic. implications Enfin, très voilà, physiques. c'est parce qu'il y a le virtuel et puis il y a descendre dans la rue n'est pas la même chose que de cliquer, C'est vrai. que d'approuver une C'est vrai, pétition. mais nos usages, ils évoluent. Ce que je trouve très intéressant avec cette mobilisation, c'est que j'ai l'impression que pour la première fois, on est en train de comprendre au niveau du grand public qu'Internet, c'est politique. Et notamment, c'est nouveau que maintenant, des youtubeurs, comme on les appelle, fassent des vidéos qui soient très politiques, qui soient des prises de position. Avant, il n'y en avait pas, on parlait que de youtubeurs qui racontaient leur vie dans leur chambre, etc. Et donc, ça permettait de raconter qu'Internet, c'était des chats, du buzz, etc. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on est en train de prendre conscience qu'Internet, c'est fondamentalement politique. Et c'est ça que ça génère. C'est que n'importe qui utilise Internet au quotidien se politise. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, ça génère une prise de conscience parce qu'il y a de l'information, parce qu'il y a de la critique. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on se réapproprie la politique. Et tu disais tout à l'heure, il y a plein de gens qui se disent apolitiques. Et ça, je trouve ça extrêmement triste. Ils devraient plutôt se dire apartisans, en fait. Et ça, je trouve ça beaucoup plus intelligible. Mais c'est vrai qu'on ne devrait pas se considérer apolitique. C'est pas vrai.
En fait, la politique, ça nous concerne et ça nous implique toutes et tous extrêmement fortement, mais parce que une minorité d'élus, une minorité de cadres, de structures politiciennes se sont accaparés cette pratique-là, on en a peur. Ben, on est en train de reprendre possession de ça et c'est ça qui est extrêmement prometteur. Ludo, vous voulez réagir à ce qui a été dit là? Je suis d'accord sur la première partie de l'inter. C'est vrai que c'est les mêmes esprits en virtuel et dans la rue. C'est les mêmes esprits qui cliquent, qui parlent à leurs parents, à leurs conjoints, à leurs amis. Et donc du coup, la politique au sens de discours et de manière de réfléchir, elle est partout la même. Et donc il n'y a aucune raison de dissocier Internet et la rue. Ça, je suis très d'accord. Après, sur la fin, sur la distinction entre apolitique et politicien, je pense qu'elle est vraie. Que pour la plupart des gens, le politicien dégoûte. Ça, c'est évidemment vrai et on doit partir de là puisque ce qu'ils font, leur petite combine, ne concerne personne. Après, dans l'idée d'apolitique, il y a quelque chose de triste qui est produit par ce qu'on nous assène de partout dans notre monde un peu libéral, concurrentiel, individuel, où on fait comme si tout incombait à nous, à chacun, tout était affaire de goût, de choix, de petits positionnements, qu'il fallait se cantonner à sa petite vie, à son foyer et penser seul, individuel, atomistiquement. Et ça, je pense que dans l'apolitisme, dans cette revendication, il y a un message à comprendre. Il faut comprendre comment il se construit, quelles en sont ses causes et comment y répondre. Et nous, on essaye ensemble d'y répondre sur le net. Et heureusement qu'on est là. Tatiana, une réaction sur tout ça? Oui, on est sur cette question de ce que vous avez fait, Tatiana ou Adèle, et puis on va continuer après. Encore une fois, du coup, je rejoins Ludo en fait sur le. Enfin, je suis d'accord avec Elliot sur le fait que Internet, effectivement, c'est pas du virtuel. C'est un lieu où les gens passent du temps dans leur vie quotidienne aussi. Et à partir de ce moment-là, c'est une prolongation, une extension de l'interaction sociale qu'on a dans les bars, au boulot, avec nos amis, avec la famille, etc. Donc là-dessus, je suis assez d'accord. Après, sur le côté apolitique, je pense qu'il ne faut pas... En fait, il ne faut pas plaquer le sens que nous, on donne au terme apolitique à celui que les gens ont, en fait. Quand les gens se disent apolitique, ça ne veut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas à la vie en commun, à la vie en collectivité, à comment vivre ensemble. Ça veut juste dire que, comme l'a si bien dit Ludo, ils se désintéressent totalement des appareils, des combines politicardes et des partis, puisque les partis sont associés à ça. Et voilà quoi. On vaut mieux que ça, justement. Et alors oui, voilà justement, je voulais rebondir là-dessus. Le fait que on vaut mieux que ça, c'est un terme qui est profondément politique, mais qui n'est pas politicien, au sens où on se fiche totalement que les gens qui utilisent le hashtag, ils s'identifient à droite, à gauche. On s'en fiche. L'important en fait, c'est qu'il y a un thème qui a été mis au centre du débat. Et c'est pas tant la loi en elle-même, je le redis parce que c'est super important, mais on vaut mieux que ça, il englobe quelque chose de beaucoup, beaucoup plus vaste que la loi travail ou loi El Khomri. C'est des galères qu'on vit déjà, en fait, tout le monde au quotidien. Et du coup, on vaut mieux que ça, englobe toute cette réalité-là, qui est beaucoup plus large que ce que beaucoup de gens, en tout cas, considèrent comme la politique à l'heure actuelle, qui est essentiellement une différence dans les couleurs de drapeau, quoi. Je vais me tourner vers vous, donc Martin, donc vous êtes le vice-président de l'UNEF. Alors on parlait justement d'appareils, etc. L'UNEF a longtemps été considérée comme la pouponnière du Parti socialiste. Elle est d'ailleurs aujourd'hui très contestée, notamment pour ses liens historiques et organiques avec le PS. Déjà, alors, une première question, c'est est-ce que... Pour les plus jeunes, il faut dire le premier secrétaire actuel du Parti socialiste a cette étiquette-là et en vient ainsi que beaucoup d'autres. Oui, tout à fait. Et donc, il y a 10 ans, l'UNEF était la star du mouvement contre le CPE. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est en position d'être à nouveau le leader du mouvement qui est en train de prendre ? Et puis une autre question qui est d'actualité, puisque Manuel Valls, qui avait dit qu'il ne recevrait pas les organisations de jeunesse, ne voulant pas leur donner du crédit dans ce mouvement, les reçoit finalement, au lendemain de cette mobilisation qui a rassemblé entre 220 000 et 500 000 personnes, ce qui a surpris tout le monde, y compris au sommet du pouvoir, où là, désormais, on montre les premiers signes de fébrilité. Qu'attendez-vous donc de cette rencontre ? L'UNEF est reçue demain matin. Qu'attendez-vous de cette rencontre ? Les appareils, Emmanuel Valls.
Sur les appareils, bon, c'est une question assez large. Nous, on ne réfléchit pas le mouvement étudiant en termes de leadership et comment est-ce qu'on va faire en sorte de prendre la tête de la mobilisation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les gens ils aillent dans la rue et qu'ils contestent ce projet de loi. C'est l'objectif syndical, en tout cas, que nous, on s'est fixé. Et ça fait quand même un certain temps que nous, on a une réflexion aussi sur notre organisation, comment est-ce qu'elle fonctionne, puisque il y a tout un tas d'études qui sortent, de jeunes notamment, qui disent qu'ils veulent continuer à s'engager en politique, dans des associations, etc. Mais par contre, qui repoussent les organisations traditionnelles, les partis, les syndicats, et dont nous, on fait partie. Et donc, à un moment donné, il a fallu qu'on fasse aussi, nous, notre autocritique et de voir un petit peu comment est-ce qu'on fonctionne pour derrière continuer à être en capacité d'être le réceptacle de l'engagement des étudiants, des jeunes, etc. Et de pouvoir aussi porter cette voix-là dans la société, dans les universités. Et donc, cette réflexion, elle nous a fait changer aussi de modèle tel qu'on le connaît, tel qu'on a pu le connaître. Et aujourd'hui, cette mobilisation pour nous, elle est importante parce que, encore une fois, l'objectif, c'est pas de prendre la tête de la mobilisation, mais c'est d'être en capacité de pouvoir organiser les étudiants, faire de l'information pour derrière atteindre cet objectif qu'est le retrait de la loi travail. Et notamment, moi, je trouve ça très intéressant tout le travail qui est fait par les youtubeurs. Vous avez bien dit le retrait. Le vous retrait. demandez le retrait. C'est ce que vous allez demander C'est ce demain. qu'on va demander Pas l'amendement, demain. Non, le retrait. Le retrait. On va en débattre tout à l'heure avec Joseph Touvenel. Et donc moi, c'est pour ça que je trouve que les initiatives qui ont été prises sur Internet, elles sont super intéressantes parce qu'au final, c'est des nouveaux espaces, des nouveaux cadres collectifs dans lesquels la population peut discuter, peut s'organiser aussi et derrière en faire un mouvement social en tant que tel. Et je pense que les deux sont très complémentaires et qu'à mon avis, il faut pouvoir jouer sur les deux tableaux. C'est ça qui était intéressant. Et là, cette mobilisation du 9 mars, alors à la fois, elle a commencé sur Internet avec le hashtag, avec la pétition, etc., ce qui, nous, on a suivi de très près. Après, on n'avait aucune assurance que le 9, en réalité, cette mobilisation sur Internet, elle se traduise par une mobilisation dans la rue. Et c'est un petit peu ça que nous, on a essayé de construire ces dernières semaines. Et donc, je pense vraiment que les deux sont complémentaires, qu'il faut continuer à travailler, à mon avis, main dans la main et chacun avec ses outils, etc., et sa capacité de faire derrière, pour pouvoir aussi amplifier ce mouvement-là en soi. Et donc nous, c'est un peu ça les objectifs qu'on a, quoi. Est-ce que vous ne prenez pas un trop gros risque le 17 ? Parce que là, vous partez, là, tout seul pour le 17. Il y a les méfiances qu'on vient d'entendre. Comment vous allez faire en sorte que cette jeunesse qui s'est mobilisée toute seule, qui ne vous a pas attendu, elle soit là le 17 sans avoir le sentiment de pouvoir se faire récupérer? Comment vous leur parlez? Qu'est-ce que vous leur diriez? Je pense encore une fois que c'est un travail qui est complémentaire. Et donc nous, on appelle le 17 les assemblées générales. Cette date du 17, elle est issue en réalité des assemblées générales qu'il y a dans les universités à l'heure actuelle. Alors on a appelé à des assemblées générales avec une série d'organisations de jeunesse, etc., sur les campus. Ça a été relayé aussi sur les réseaux sociaux parce que bien évidemment, nous on a cette capacité aussi en tant que syndicat étudiant et syndicat jeunes à pouvoir faire un peu la jonction sur de ce qui se passe dans le numérique, etc., avec des organisations un petit peu plus traditionnelles comme la CGT qui ne sont pas les plus calées, quoi, en termes informatiques, etc., et ce qui se peut passer sur Internet. On arrive un petit peu à jouer sur les deux tableaux. Et donc les assemblées générales qu'il y a depuis une semaine sur les campus, elles ont commencé à appeler à cette date du 17 et nous qu'on relaie aussi en termes d'organisation et en termes de porte-voix en réalité de ce que peuvent dire les assemblées générales. Et donc on n'a aucun doute que le 17 puisse être réussi. L'objectif, c'est pas forcément que ça ressemble à la date du 9, etc., dans les formes que ça pourra prendre, mais en tout cas que ça rythme une mobilisation qui doit nous amener jusqu'au 31 mars déjà dans un premier temps, qui doit être un petit peu le point d'orgue de cette mobilisation-là. D'accord. Peut-être avant de passer au débat où tout le monde vous discuterez tous ensemble de l'avenir de cette mobilisation, je vais me tourner vers Samuel et Joseph, l'un comme l'autre, l'expérience syndicale, l'expérience militante de longue date. Samuel, donc vous êtes... Tu ne veux pas dire le fossé générationnel? Je n'ai pas parlé de fossé générationnel, là c'est toi Edoui qui en parle. Là. Mais non, on ne va pas opposer les jeunes et les vieux, donc c'est pas le but. Mais vous êtes donc comédien, porte-parole de la coordination des intermittents et des précaires. Est-ce que vous vous sentez dépassé par ce mouvement qui est parti de l'Internet, qui reste... Alors, bon, déjà, je vais faire une précision, je suis dans aucun syndicat, donc je n'ai pas de position syndicale. Et pour rebondir sur ce qui s'est dit là,
Je pense que Internet est absolument formidable. Je m'en suis servi aussi. Hein. J'ai fait des vidéos sur l'assurance chômage, donc je me suis servi d'Internet. C'est formidable. Je pense, pour mettre un tout petit bémol, que ce n'est pas suffisant parce que, hélas, le pouvoir regarde la rue et qu'à un moment donné, le virtuel doit devenir réel pour qu'il y ait encore plus de poids. C'est-à-dire que les deux doivent... voilà, la rue, c'est quand même important. C'est-à-dire que vous dites que le virtuel ne peut pas gouverner, mais la rue peut gouverner. C'est-à-dire que TF1, 20h, ils nous disent il y a tant de chiffres, il y a tant de monde dans la rue, et c'est ça qui fait... voilà, bon. En fait, non, mais voilà. Qu'est-ce que vous disiez, pardon? Et qu'il n'y avait pas que TF1. Non, mais TF1, France 2, tout, même Mediapart. Les curseurs peuvent changer aussi. Même ils ont tout à l'heure cité le nombre de gens qu'il y avait dans la rue. Bon, mais voilà. Moi, je suis là, bien sûr. Enfin, le mouvement. De toute façon, nous, on est pour le retrait total. Alors là, vraiment total de cette loi, mais bien plus que ça, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a deux choses dans l'actualité. Il y a cette loi et la négociation de l'assurance chômage. Justement, on va parler rapidement de l'assurance chômage parce que ce matin, la ministre du Travail, Myriam El Khomri, a évoqué la possible surtaxation des qui est CDD, une catastrophe. qui se trouve être dans la négociation de l'assurance chômage, mais elle le ressort là pour calmer notamment cette mobilisation-là autour de la réforme du Code du travail. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Attendez, je vais vous expliquer pourquoi c'est une catastrophe. Mais déjà, je voudrais parler d'une chose, parce que j'ai peur de ne pas avoir le temps d'en parler. Il y a dans cette loi un article qui touche directement l'assurance chômage et dont personne ne parle, parce que dans ce pays, tout le monde se fout des chômeurs. On s'en tape complètement. C'est l'article 52. Il y a eu des tonnes d'émissions sur cette loi, personne n'en parle. C'est quoi cet article 52? C'est la réponse directe de la ministre à l'annulation de la convention d'assurance chômage qui a eu lieu en octobre dernier. Il faut rappeler, personne n'en a parlé, à part Mediapart, l'UMA et un petit article dans l'IB. En octobre dernier, il s'est passé un événement pour nous, à savoir que pour la première fois, le Conseil d'État a annulé la convention d'assurance chômage sur le fond, pas sur la forme, sur le fond, en disant qu'elle était illégale. Eh bien, les signataires de la convention d'assurance chômage, qui donc avaient été retoqués, ont fait une petite lettre à la ministre du Travail, lui demandant de rendre légal ce qui était illégal. En gros, ils ont été pris la main dans le pot de confiture et ils ont dit, bah voilà, ok, on était dans l'illégalité, mais maintenant vous allez rendre tout ça légal. Et donc la ministre, du moins c'est pas elle, puisque c'est Matignon qui a rédigé cette loi El Khomri, c'est Valls, donc elle a rédigé cet article 52 sur quel point? Eh bien, vous avez parlé de Rémi Fraisse. Dans les martyrs des chômeurs, il y a un homme qui s'appelle Jamel Char, qui en février 2013 s'est immolé par le feu devant une agence Pôle emploi de Nantes. Et nous, on a appelé ça la jurisprudence Jamel Char. Pourquoi? Parce que cet homme, je vais le faire très court, mais c'est vraiment important de comprendre ça, cet homme était intérimaire, il avait fait largement ses heures de travail, pour rouvrir des droits. Et quand il se pointe à l'agence Pôle emploi de Nantes, on lui dit « Ah, monsieur, là, il y a 350 heures que vous avez fait, mais qui ont été déclarées tardivement, donc qui ne seront pas comptées pour vous ouvrir des droits. Par contre, ces heures-là, on sait qu'elles ont été travaillées, puisqu'on a la feuille de votre employeur, on sait qu'elles ont été travaillées, donc on vous réclame des indus, des trop-perçus pour les heures que vous avez travaillées. Puisque quand on travaille, on ne peut pas toucher l'assurance chômage. Comme il avait déclaré tardivement, il avait touché de l'assurance chômage ce mois-là. Donc double peine, schizophrénie totale. D'un côté, Pôle emploi reconnaît ces heures comme travaillées et réclame des indus. De l'autre côté, ne le reconnaît pas pour une ouverture de droit. Le Conseil d'État a dit ça, c'est pas possible. Le Conseil d'État a dit ça, le Pôle emploi n'a pas le droit de se servir de récupérer les indus ou les trop-perçus. Surtout que dans la plupart des cas, on peut vous amener les preuves de ça, dans la plupart des cas, ce sont des erreurs de Pôle emploi. Des doubles saisies, etc., qui font en sorte... Bon. Et là, pour le moment, jusqu'au Conseil d'État, le chômeur n'avait rien à dire. C'est-à-dire qu'on lui pique son fric, il ne peut même pas contester. Il doit après apporter la preuve de la bonne foi. Bon. Sur ces deux points-là, le Conseil d'État a retoqué la Convention. Et puis sur le troisième point, le point pour lequel la CGC n'a pas signé la Convention d'assurance chômage, à savoir sur le point du différé d'indemnisation du régime général, parce que là, du coup, ils mélangeaient tout. Et justement, c'est là où ça concerne la loi El Khomri, et là où ils ont été très subtils. Donc, en fait, l'article 52 dit quoi? L'article 52 dit, OK, on rétablit ce qui a provoqué la mort de Jamel Char, c'est-à-dire on rétablit le fait que, oui, Pôle emploi, vous avez le droit de prendre
sur le compte des chômeurs et que les heures travail déclarées tardivement, on ne les comptera pas pour une ouverture de droit. Donc on rétablit la double peine qui a été retoquée par le Conseil d'État et plus subtilement, on touche au prud'homme parce que le Conseil d'État a annulé cette convention parce que les partenaires sociaux signataires avaient intégré les indemnités prud'homales et toutes les indemnités pour calculer un différé d'indemnisation. Et le Conseil d'État dit non, ça, on ne peut pas rajouter au salaire les indemnités gagnées, etc. etc. Et là, comment fait El Khomri? Au lieu de continuer l'article 52, elle prend à la source et elle décide de plafonner les prud'hommes. Ce que vous nous dites, c'est qu'en regardant de près ce projet de loi, il y a plein de loups. Il n'y a pas seulement ce dont on a parlé, c'est-à-dire faciliter les licenciements, il y a plein de loups, et après, le plafonnement des indemnités, etc. Il y a plein d'autres loups. Et après, j'aimerais parler du CPA, mais plus tard, j'aimerais parler du CPA dont tout le monde parle et qui est formidable, qui n'est pas du tout formidable. On reste pour l'instant sur cet angle de la mobilisation, et puis on y viendra. Joseph, donc vous êtes le secrétaire adjoint, le vice-président. Je crois qu'on mais non, chez nous, on met des présidents, on n'a pas honte. Ouais, vous êtes un des rares syndicats, vice-président. De la CFTC. Mais donc, bon, alors vous n'avez pas appelé, comme la CGT, Force ouvrière, à manifester dans les rues hier contre le projet de réforme du Code du travail. Vous faites votre propre rassemblement ce samedi. Vous êtes pour la négociation. Voilà, comme expliquait Edoui tout à l'heure, pour vous, il y a de l'amendable et il y a du non négociable. Mais vous pourrez éventuellement descendre dans la rue le 31 mars si jamais Manuel Valls ne lâchait pas du lest sur... Ça dépend du texte. Ça dépendra effectivement du texte présenté le 24 mars. Mais ce que je veux dire, c'est que la mobilisation d'hier a montré combien les syndicats étaient totalement dépassés par leur propre base. C'est la société civile, c'est la jeunesse qui est descendue dans la rue. Ça, c'est la vraie. Sur un sujet extrêmement technique. La société civile, c'est pas ma base. Ma base, ce sont mes 140 000 adhérents. Et ce sont les centaines de milliers de personnes qui votent pour moi dans les entreprises. Oui, ils font partie de la société. Oui, mais ceux-là n'étaient effectivement pas dans la rue hier. Donc je n'ai pas été débordé par ma base. Mais parmi vos 140 000 adhérents, personne n'a voté la pétition. Je pense que Epsilon. Ah oui. Mais ce n'est pas un reproche par rapport à la pétition qui est utile. C'est juste de dire vous êtes débordé par la base. Vous avez vu mon âge? Je ne suis pas étudiant. Bon, donc je ne vais pas sortir avec les étudiants. Comme vous avez... Ça me paraît un peu évident. Mais bon, quand même. Ceci dit, vous n'en savez absolument rien. S'il vous plaît, je peux vous interrompre. Attendez, vous êtes un excellent acteur, un bon comédien, mais on respecte la parole des autres. Voilà, pour le moment, c'est moi. D'accord. Joseph Touvenel. Alors, il se trouve que je ne suis pas non plus à Force ouvrière, ni à la CGT. On est d'accord. Joseph Touvenel a accepté de venir. Non, mais j'explique. À la CFTC, on a considéré, parce qu'on a été invité à une intersyndicale qui avait 3 thèmes à l'invitation de la CGT. Qu'on se positionne sur le problème social, on est d'accord. Qu'on se positionne en matière économique, on est d'accord. Et on voulait nous entraîner, se positionner sur le problème politique. Et moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. En tant que citoyen, je me positionne, je prends une position citoyenne et politique vis-à-vis d'un projet de loi. Mais je ne suis pas né de la dernière pluie. Et quand la CGT m'invite à parler politique, je n'oublie pas non plus pour qui ils ont appelé à voter à la dernière présidentielle. Et je ne veux pas me faire embarquer parce que mes adhérents me le demandent. Je veux continuer à être libre et indépendant par rapport aux partis et aux querelles politiques. Enfin, en tout cas, politiciens. Alors, Rachida avait une question à vous poser. Ce qui fait qu'on n'était pas à l'intersyndicale qui a pris la décision de ces manifs, et comme on n'y était pas, on n'y était pas. Je laisse Rachida vous poser sa question. Il n'empêche qu'on a vu donc des syndicats dépasser sur une thématique qui est quand même le cœur de leur métier, le Code du travail. Mais moi, je ne dis pas dépasser. À quoi ça sert? C'est très bien. À quoi ça sert? C'est très bien. C'est parfait. À quoi ça sert un syndicat? Et comment fait un syndicat aujourd'hui pour exister après cela? Alors la CGT avec laquelle vous êtes en désaccord, mais aussi la CFTC qui fait son petit bonhomme de chemin en accompagnant quand même la plupart des petites et des grandes réformes du gouvernement depuis 2012. Non, c'est faux, parce que quand on ne les signe pas, il n'y a pas la réforme. Exemple, allez-y. Les dernières négociations qui ont eu lieu sur justement la modernisation du Code du travail, vous avez dû remarquer que ça n'avait pas abouti parce qu'on a dit non. Moi j'ai une question, vous savez, préparer cette émission, j'ai été vous écouter sur Radio Vatican. Oui.
C'est normal. Hein. Voilà, d'ailleurs, on écoute beaucoup Radio Vatican à Ça aurait pu Mediapart. aussi être sur RTL. Non, mais je rigole. Mais il se trouve que c'était Radio Mais c'est très Vatican bien et d'écouter c'était Radio une très bonne. Vatican. Et sur Mediapart Qui donne aussi. en gros des informations qu'on n'a jamais dans les médias français. Vous voyez, C'est très intéressant. On cherche. Et alors, ce qui m'a frappé dans votre interview, et à contrepoint de comment on a démarré là tout de suite, c'est que, en fait, vous êtes très sévère avec ce projet de loi. bien sûr. Vous dites, y compris au nom de la doctrine sociale de l'Église, vous commencez par le fait qu'il y a plein de choses très négatives, Oui. je vous cite, Vous et vous pouvez. dites même, dans ce projet de loi, le salarié n'est plus une personne, Mais une variable devient d'ajustement. une variable d'ajustement. Absolument. Alors après, vous dites, oui, il y a des petites choses qui nous intéressent, etc. Ouais. Mais votre premier discours Bien sûr. est un discours sur le thème, c'est un projet de loi qui est une régression profonde par rapport, y compris à vos d'ailleurs- convictions Ça fait trois spirituelles semaines, et 3 semaines syndicales. que je le dis, je ne l'ai pas encore vu repris par Mediapart. Ben, ça y est, nous venons de le faire. 3 semaines de retard. Allez-y. Non, on a fait un papier en début de Mais semaine dites-nous, présentant un dites-nous, petit peu tous pourquoi- les acteurs du dites-nous dossier. pourquoi vous ne Alors- voulez pas le retrait de ce projet et Et parce pourquoi que- vous le pensez amendable. Parce que je suis dans une organisation syndicale qui a les avantages et les inconvénients de travailler dans la durée. Et donc c'est complémentaire avec ce qui se passe. Et quand je travaille dans la durée, j'ai l'habitude de négocier. Et dès que je vois quelque chose que je peux prendre et obtenir au profit des salariés, alors je le prends. Et dans ce projet de loi, il y a des choses qui sont positives. Par exemple, la reconnaissance des acquis professionnels. Ça vous dit peut-être de rien. Le CPA, le compte Non, non, personnel. non, je dis la ça va. reconnaissance Non, des acquis reconnaissance des acquis. professionnels. Moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans et demi comme manœuvre chez un horticulteur. Je pense avoir quelques acquis professionnels. Qu'est-ce que j'ai au niveau diplôme? Et pourtant, j'occupe des responsabilités. Il y a un chômeur sur 3 de moins de 25 ans qui n'a aucun diplôme. Un jour, ils vont travailler. Ils vont acquérir des choses. Eh bien, moi, je veux qu'un jour, ils puissent avoir la reconnaissance diplômante qui leur permettra de grimper. Ça, c'est dans le projet. Je le prends, je le défends, je le porte. Et je dis, sur le fond, il y a au moins la première des choses la plus grave. C'est l'inversion de la hiérarchie des normes. C'est venir nous raconter, alors ça paraît du bon C'est sens. l'article 3, c'est les accords. On va d'entreprise négocier qui dans l'emportent l'entreprise sur- parce que c'est plus proche du terrain. la loi. À ça, je dirais aux politiques, si vous en êtes tellement sûrs, alors faites-le en matière politique. Dites, soyons proches du terrain. Chaque municipalité va faire sa loi. Ça ne marche pas. Alors peut-être qu'au Mans, ils autoriseront de rouler à 180 dans les rues du Mans et ailleurs, ça sera en brouette. Mais on voit que ça ne marche pas. Donc ça, c'est très très grave. Deuxième point, tu en as parlé, sur les prud'hommes, c'est très significatif. Qu'est-ce que c'est que les prud'hommes? Ça veut dire qu'à un moment donné, quelqu'un a subi une injustice, est une victime. Et s'il y a une victime reconnue comme telle, on doit, si on peut l'indemniser de la totalité de son préjudice. Ce n'est que du bon sens. Et là, on nous dit, ah oui, mais on va mettre un barème qu'on calcule sur une moyenne. C'est insoutenable. Où je suis victime, et on doit pouvoir me réparer de l'intégralité de mon préjudice, mais pas sur un barème. Et alors là, j'ai un allié. Vous avez dû le remarquer, je ne sais pas si vous avez lu le journal du dimanche avec l'interview du Premier ministre. Que dit-il, le Premier ministre, dans le JDD? Je vais vous le citer, il est très clair. Il nous dit que, en cas de licenciement, les entreprises ont souvent intérêt à faire traîner les procédures pour payer le plus tard possible. Il a raison. Cela nuit aux salariés. Il a raison. Son intérêt, c'est d'être dédommagé vite. Il a raison. À la hauteur du préjudice subi. Eh bien, je suis d'accord avec Manuel Valls. Il faut dédommager le salarié à la hauteur du préjudice subi. Et donc, si le préjudice est supérieur à un plafond, à un barème, il faut le supprimer. Merci, monsieur le Premier ministre. Vous l'avez écrit dans le JDD. Maintenant, faites-le. Vous l'avez rencontré lundi en début de semaine. Oui, mais et je je ne lui crois ai pas dit. que ce soit Je lui ai dit. voilà, et son ambition non plus. Je n'ai pas eu de réponse. Par contre, à l'argument Alors. qui est on ne peut pas calculer, c'est très difficile de savoir quelles vont être les indemnités de licenciement d'un salarié. Pour montrer au Premier ministre que c'était facile, j'avais calculé ces indemnités. Je lui ai dit, si vous étiez dans mon entreprise et que je vous licencie aujourd'hui, eh bien, ça me coûterait 11 900 et quelques euros. Madame El Khomri, c'est beaucoup moins, 2 985 euros. Vous voyez, quand on a un salaire de plus de 9 000 euros et qu'on est licencié au bout de 18 mois, aujourd'hui, c'est 2 982 euros. Ça fait pas lourd parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des salaires de ce montant-là. Et ça, je le fais parce que comme je suis une organisation syndicale, comme j'ai 140 000 adhérents, comme je fais 10% des voix, en gros, j'ai accès à ce que vous n'avez pas accès. Alors, moi, je ne suis pas né avec l'ordinateur dans les mains, et c'est bien que vous y allez sur les pétitions, quoi qu'on sait faire aussi, parce que je vous rappellerai que le lundi de Pentecôte avait été retiré des jours fériés, et c'est en jouant avec Internet il y a quelques années que nous avons gagné
et que nous avons refait mettre dans la loi le lundi de Pentecôte qui permet à des tas de gens de faire des tas de choses pendant 3 jours. Donc, voilà. Tatiana, vous vouliez intervenir. Vous voulez intervenir. Oui, Pardon. non, c'était pour rebondir un petit peu sur ce qui a Sur la été hiérarchie dit. des normes, non, Enfin, il y a plusieurs questions en fait, sur lesquelles je souhaiterais rebondir. Je vais allez-y. essayer de faire très court. Déjà, je voudrais juste quand même rappeler que tous les gens qui étaient contre la loi, parce que il y a quand même 82% des Français qui sont contre la loi El Khomri, tous les gens qui étaient contre la loi, qui étaient pour le retrait total et absolu de la loi, ils n'étaient pas tous dans la rue mercredi, parce que tout le monde dans ce pays n'a pas le luxe de pouvoir être syndiqué, de pouvoir faire grève. Il y a des gens qui... Non, mais c'est vrai. Tu as raison. Mais je syndicaliste qui fait grève, et quand je fais... ça lui coûte une journée de boulot. Hein. Ce que j'essaie d'expliquer... Je crois que ce qu'elle veut dire, c'est que dans un monde de chômage dans un monde massif, de chômage et de précarité au travail, il y a combien de gens qui sont employés dans la restauration, patronale, dans la vente, qui ne peuvent même pas exercer leur droit de grève? On a reçu des témoignages de gens qui nous disent je n'ai plus le droit de grève, je n'ai pas le droit de grève, on m'a fait pression, je ne peux pas aller manifester. Donc déjà, il y a cet aspect-là à prendre en compte, je pense. Ensuite, pour rebondir sur ce que tu disais, sur le rôle qu'on avait qui était complémentaire, je ne sais pas si on est complémentaire. Ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression qu'on a des rôles différents. En fait, nous, on n'est pas du tout là pour organiser de manière structurée comme vous le faites, quoi. Nous, ce qu'on a voulu faire avec On vaut mieux que ça, c'est libérer la parole des gens, leur permettre de vraiment s'exprimer, qu'ils soient syndiqués ou pas, qu'ils aient la possibilité de se mobiliser dans la rue ou pas. Et voilà, après, ça doit être complémentaire. Est-ce que vous vous sentez un petit peu responsable de ce mouvement qui est né hier dans la rue qu'on a pu... Personnellement, non. C'est les gens qui se prennent en main, quoi, qui savent. Mais il faudra bien se mobiliser. Il faut coordonner le désordre. Après, le truc, c'est que là où je vois justement l'utilité de Internet, je ne sais pas comment appeler ça, puisque pour moi c'est une réalité quotidienne. Je pense que pour beaucoup de gens dans cette salle, c'en est une aussi. Enfin, on ne fait pas de différence entre notre vie quotidienne et notre vie sur Internet. Mais disons que l'organisation que nous, on a réussi à mettre en place pour faire la vidéo, alors qu'on est tous dispatchés aux quatre coins, on n'est pas tous dans la même ville, voilà, avec possibilité de s'organiser, on s'est organisé extrêmement rapidement. Enfin, la vidéo a été filmée en quelques jours, montée tout de suite, mise en ligne tout de suite. Et c'est quelque chose qui est pour le coup pas possible avec les structures syndicales ou partisanes. Bureaucratisé, lourd, de lent à réagir. Bureaucratisé, oui. Enfin, il y a, sans même porter entre guillemets de jugement, mais de dire juste, voilà, c'est un dispositif qui est très lourd, quoi. Donc voilà. Et après, je termine juste. C'est parce que la montre tourne. Excusez-moi. Sur la question de la loi qui est amendable ou pas, je le redis. Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu quand j'ai dit tout à l'heure, mais en fait, c'est pas la loi en soi, c'est qu'il y a déjà une réalité aujourd'hui qui fait que les gens sont en souffrance au travail, qu'il y a des burn-out, qu'il y a des dépressions, qu'il y a des pressions, qu'il y a du harcèlement, qu'il y a du sexisme, qu'il y a tout. Il y a tout ça aujourd'hui. Et la loi, en fait, elle va permettre d'aggraver encore ces conditions de travail-là. Et vous parliez des prud'hommes tout à l'heure. Moi, ce qui me choque le plus, c'est pas tant les montants d'indemnisation, c'est les délais. Combien de temps il faut attendre pour être indemnisé au prud'homme? J'ai dit vite. On va faire un petit... Voilà. J'ai dit vite. On va faire un petit tour. J'ai vu qu'il y avait Adèle qui voulait réagir, après Elliot. Allez-y, Adèle. Oui, bien sûr, Adèle. Oui, juste pour rebondir sur ce que vous disiez, en fait, mardi, bon, vous n'étiez pas là, votre réunion syndicale n'était pas là, mais sachez qu'il n'y avait pas que des jeunes présents et que... il y avait la CGT, donc il n'y avait pas que des jeunes. Hein. Oui, mais vous avez dit il n'y avait que des jeunes présents et je ne suis pas jeune. Mais, allez-y, oui, Adèle. mais il n'y avait pas que des jeunes présents et justement le but c'était vraiment de poser les premières pierres d'une mobilisation et qui va continuer et qui va vraiment se construire. Et du coup, moi, je voulais rebondir aussi sur ce que disait Tatiana. Mais nous, on n'est pas pour le retrait total. C'est une différence. Hein. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez garder? Mais en même temps, vous êtes très virulent parce que vous êtes salarié variable. Qu'est-ce que vous voulez garder? Vous voulez garder quoi, en fait? Déjà, je t'ai indiqué une chose pour ceux qui n'étaient pas diplômés, qui puissent acquérir des diplômes. D'accord. Les expérimentés, là. Merci. Vous n'êtes pas pour le retrait total, mais j'ai envie de vous dire, et alors? À partir du moment où il y a une contestation générale qui grandit, où il y a des slogans type, des slogans, on vaut mieux que ça, où les gens peinent tous les jours sur des thématiques, sur le travail, que vous soyez pour le retrait total ou que vous soyez pour un retrait partiel,
il faut se mobiliser. Enfin, je veux dire, c'est quand même dommage d'avoir d'un côté les mobilisés partiels, d'un côté les mobilisés totales. Non, c'est sans doute plus efficace. Vous répondez, on fait le tour. Il y a Elliot qui voulait parler. Allez-y. Je trouve que ce mouvement, il est aussi symptomatique d'un quinquennat qui a été particulièrement étonnant dans l'histoire politique. C'est-à-dire qu'on a élu, et c'est ça qui a aussi mis du temps, c'est-à-dire qu'on a mis 4 ans globalement à créer la mobilisation populaire face au gouvernement. Il y a d'autres choses que la loi travail. Mais il y a un complètement. ras-le-bol plus profond. Et que le travail, elle est aussi l'aboutissement de ça, elle est l'aboutissement de la non-renégociation du traité européen, de l'enterrement du récipicé pour les contrôles. De la déchéance de nationalité. De la déchéance de nationalité. Je pense que c'est à ce moment-là, avec la déchéance de nationalité, et puis j'étais là il y a 1 an quand on parlait de la loi renseignement aussi, ça c'était central, mais la déchéance de nationalité, elle a permis d'enterrer définitivement le dernier espoir qu'il pouvait y avoir dans la bonhomie de François Hollande. Et là, on arrive à un moment où effectivement, il n'y a plus aucun espoir pour François Hollande. Et c'est relativement inquiétant et en même temps déterminant pour l'année qui vient, une année de préparation présidentielle. Mais ce qui est formidable, c'est de voir que le mouvement est arrivé finalement. On a mis 4 ans à ce que le mouvement se solidifie, parce qu'évidemment, la plupart des gens qui sont aujourd'hui dans la rue ont élu François Hollande en 2012. C'est ça qui était un peu paradoxal. Mais là, on y est, et le mouvement, il est lancé. C'est ça qu'il faut garder en tête. Avançons vers la construction de cette alternative politique. Martin Bontemps et après Ludo. Moi, je ne réagirai pas sur les choix stratégiques, par exemple, que vous pouvez faire à la CFTC. Je respecte tout à fait ça et je pense que c'est un débat qui est assez vieux quand même dans le syndicalisme en France, etc. Et notamment qu'on voit quand même beaucoup depuis l'arrivée de la gauche aussi au pouvoir, retrait par retrait, c'est quoi les différentes dynamiques syndicales qu'on met en place. Moi, c'était plus justement sur... moi, je pense vraiment que c'est complémentaire les deux, parce que le hashtag on vaut mieux que ça, il a justement cette capacité à libérer la parole, certes, et je pense que c'est très important aujourd'hui de donner les moyens aux gens de faire ça, et notamment de le faire sur Internet, mais ça permet aussi aux gens de se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls, en fait. Et c'est là où il y a une connexion qui se fait et une force qui se met en place. Nous, on avait un petit peu essayé de le faire, bon, avec nos outils aussi, mais avec plus de difficultés. Par exemple, au début de l'année, on invitait les étudiants à publier les photos de leur salle de cours pleine à craquer, avec ma salle de cours va craquer, etc. Donc bon, ça n'a pas pris de la même manière, certes, mais en tout cas, l'objectif derrière était le même. Et je pense que vraiment, ce qui est important, c'est qu'on a un hashtag qui fait libérer la parole sur Internet, qui fait prendre conscience qu'on n'est pas tout seul. On a une pétition derrière qui, justement, sert aussi de réceptacle à cette frustration, etc., et qui dit on s'est libéré la parole, on fait un premier pas dans la mobilisation sur Internet. Et moi, je pense que la mobilisation sur Internet, elle est réelle, elle n'est pas virtuelle. Et derrière, après, il y a des organisations syndicales, des collectifs, etc., qui se mettent en place et qui disent si on veut faire reculer le gouvernement, il faut passer un nouveau cap dans cette mobilisation et il faut descendre et mettre le pied dans la rue. Et d'ailleurs, ce qui est symptomatique de ça, c'est qu'au final, initiateurs de la pétition, initiateurs du hashtag, organisation syndicale, collectif citoyen, ils étaient tous dans la rue mercredi dernier, avec beaucoup de jeunes qui étaient là, bien évidemment, mais également beaucoup de salariés, parce que c'est quand même la plus grosse mobilisation sociale qu'on a eue depuis le début du quinquennat. Je mets à côté le 11 janvier, etc., qui était un truc particulier, mais en tout cas la plus grosse contestation sociale qu'on a eue depuis le début du quinquennat et qui, à mon avis, symbolise à la fois beaucoup de frustration qu'il y a eu pendant tout le quinquennat, mais aussi une volonté de voir autre chose mis en place, une autre manière de faire la politique, un autre paradigme politique qui est mis en place. Et à mon avis, c'est aussi ça qui fait l'intérêt du mouvement, en tout cas tel qu'il est lancé à l'heure actuelle. Ludo. Moi, je vais essayer de lier plusieurs interventions qui ont eu lieu même précédemment. C'est vrai que là, la mobilisation dans la rue, elle grandit et c'est très très bien. C'est vrai que ce qu'on fait avec On vaut mieux que ça, c'est libérer la parole. Mais c'est plus que ça. C'est faire que les gens sentent que leur vie, leurs expressions, leurs sentiments sont légitimes, ont droit de chapitre, ont droit de cité. Et toi, tu évoquais les indignations qu'on avait contre François Hollande, qui pouvaient commencer à mûrir, mais qui étaient contrebalancées par peut-être des espoirs de sa bonhomie. Et petit à petit, ces choix les ont fait tomber. Mais il y a aussi eu, et là, c'est pas forcément votre stratégie syndicale, mais c'est stratégie politique, des contre-feux. Des gens qui, au lieu de s'élever et de pointer les réformes de François Hollande pour ce qu'elles étaient, c'est-à-dire en continuité totale avec, par exemple, le détricotage du principe de faveur, si on veut parler strictement dans la loi, pour l'application des conventions collectives, ça a commencé à être détricoté en 2004, ça s'est poursuivi en 2008, et François Hollande l'a jamais démenti. Il l'a henni, il l'a voté, il l'a proposé, et il y a plein de députés qui se sont élevés contre, ont eu des tribunes, ont fait un peu d'esbrouf, mais
pour on ne sait quelle raison, finalement se sont abstenus. Et donc, qu'est-ce que vous voulez que les gens entendent quand leurs sentiments, que leurs vies sont bafouées, que rien ne va bien, que franchement, ce pays, c'est de la merde, et que les politiciens ont leurs petites idées, leurs petites guéguerres, et qui, face à cette indignation, disent « Oui, non, mais bon, ok, je m'abstiens ». Et après, disent, oui, mais là, il y a peut-être 2-3 trucs bien sur l'expérience acquise au travail, mais plus personne travaille. Et il y a 2-3 trucs bien, acquis sur les jours de deuil. Ouais, mais putain, il y a des gens qui, au lieu de dire, je suis contre ça, au lieu de dire ce que vous faites est dans la continuité totale de ce qui bousille la vie des gens ont dit, je m'abstiens, je négocie, je regarde. Alors là, peut-être, certes, attendez, peut-être, certes, là, maintenant que les échéances électorales approchent et qu'on approche de la fin du quinquennat, des politiques se réveillent, des politiques commencent à capter, des politiciens, des gens qui ont envie d'avoir une place, se réveillent pour enfin exister. Là, je pense à Benoît Hamon, qui s'est pas caché de reprendre notre hashtag le lendemain où on le sort aux 4 vérités sans vergogne. Donc des gens se réveillent, sortent des pétitions, tentent des trucs. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avant ? Comment ça se fait qu'ils aient toléré tout ça ? Moi, j'ai envie de poser cette question. C'est peut-être pour ça que les gens sont dans la rue, là. Samuel et Joseph, vous aurez les deux le mot de la fin, puisqu'on arrive à... Non, mais moi, je comprends toujours pas. D'ailleurs, Samuel, est-ce que les chômeurs pourraient rejoindre le mouvement ? Non, mais ils ont déjà rejoint. On était là, évidemment, le 9, il y avait aussi des vieux chômeurs. Il n'y avait pas que des jeunes, il y avait aussi des vieux chômeurs. Mais c'est normal, la CFTC est un syndicat partenaire du gouvernement. C'est un syndicat partenaire. Vous avez signé l'ANI, vous avez signé toutes les saloperies de réforme d'assurance chômage. Tous les 2 ans, vous signez toutes ces immondices. Là, on demande 800 millions d'euros d'économie, vous allez être partenaire pour encore baisser le droit de chômeur, pour encore rendre pauvres les gens qui le sont déjà. Vous êtes partenaire de tout ça, vous êtes partenaire du CPA, le compte personnel d'activité, effectivement. Pourquoi est-ce que c'est réac ? Et même Julien Bayou, sur le plateau de Ruquier en face de vous, il trouvait ça génial. Tout le monde trouve ça génial. Mais c'est totalement réac, ce compte personnel d'activité. C'est quoi ? C'est la sécurisation des parcours professionnels. Alors, on ose nous dire que c'est des droits à la personne, mais ce n'est pas du tout des droits à la personne. Il y a une chose qu'il faut retenir, c'est qu'un droit à la personne est obligatoirement détaché de l'emploi. Un droit à la personne est détaché de l'emploi. Le CPA, c'est un droit attaché à l'emploi. C'est-à-dire que c'est un petit compte personnel qu'on recharge quand on est employé. Donc, s'il exclut ceux qui ne sont pas employés. Donc, plus vous avez un bel emploi, plus votre compte est gros. OK. Il a existé quand même en France, à un moment donné, une chose qui s'est appelée le Conseil national de la résistance et qui a fait une belle chose quand même, qui est le régime général de la sécurité sociale. Et là, on a inventé le droit à la personne, détaché de l'emploi. Je vous conseille de lire tous la note qui a été faite par beaucoup de sociologues, l'Institut européen du salariat, l'IES, sur ce CPA. C'est 4 pages, c'est absolument remarquable. Le CPA n'est pas des droits attachés à la personne, comme le dit Myriam El Khomri, repris par beaucoup la gauche, ce sont des droits attachés en l'emploi. Il n'y a pas de plus réac que cette sécurisation des parcours professionnels. Et pour finir, effectivement, je suis un peu énervé peut-être, mais effectivement, cette facilité à laquelle vous avez de dire oui, on négocie, etc., cette loi, il n'y a rien à négocier. Il faut tout mettre à la poubelle. Et vos 2 petits détails, là, on sait très bien à quoi ils servent. Ils servent à aller main dans la main avec la CFDT, comme d'habitude, à aller signer des saloperies avec ce gouvernement qui trahit depuis 2012, qui trahit tout le peuple qui a voté pour lui. Joseph Touvenel, vous allez avoir le mot de la fin en écoutant ce... J'aime beaucoup écouter Jean-Marie Le Pen. Vous allez expliquer, laissez-moi vous mais passer là. Personne qui arrive en début en disant tout le monde se fout des chômeurs. Mais il y a des centaines de milliers de Français, de droite, de gauche, du centre, d'où on veut, qui s'occupent au quotidien des chômeurs, dans toutes les organisations syndicales et en dehors des syndicats. Et il n'y a pas quelqu'un qui, lui, s'occupe des chômeurs et pas les autres. Ça, j'ai... Ensuite, je ne vois pas le rapport avec Jean-Marie Le Pen. Non, pas bien compris. parce que la façon de dégueuler sur les syndicats, c'est exactement. Je ne dégueule pas sur les syndicats. Si. Je dégueule les syndicats ne sont pas parfaits. Mais ça fait des années. Ça fait des années qu'il y a des gens qui, au quotidien, alors des braves gens, pas des intellectuels, pas qu'on voit tous les jours à la télé, qui font un boulot, qui prennent des risques, qui se font casser. Moi, je ne sais pas, j'ai eu des élections, j'ai eu mon congrès au mois de novembre, il y a 95% des congressistes qui ont voté pour moi, ils ne doivent pas penser que je les trahisse. Pour dire à quel point... on m'appelle Poutine depuis, mais j'ai plus rien. Ça veut dire que c'est sans doute une réalité. Attends, quand j'ai commencé à être syndicaliste, quand je suis arrivé dans ma boîte, j'avais plus de téléphone, j'avais plus de bureau, j'avais plus de poste de travail. Je sais ce que c'est que se battre. Et je pense que d'autres, même qui ne partagent pas mes idées, savent ce que c'est que se battre. Ce que je n'aime pas,
C'est ton attitude de dire tout ça c'est des conneries. On peut ne pas être d'accord. Moi je pense que la négociation ça permet aussi de faire avancer des choses. On obtient des choses, on en préserve d'autres. Et c'est très difficile, évidemment, dans la situation, quand il y a 6 millions de gens qui veulent du boulot, on voit que la pression est là. Quand l'économie va mal, on voit que la pression est là. Eh bien je dis que c'est de la noblesse d'aller jusqu'au bout, de se battre au bout, de négocier, d'essayer d'obtenir. Il y a tous mes délégués syndicaux tous les jours qui sur le terrain se battent. Et ben moi je leur dis merci à ces gens-là. C'est pour ça que je suis là. Et tu me fais la leçon, mais tout à l'heure tu as quand même dégueulé sur la CGT, la pauvre CGT qui était en manifestation, etc. Moi je voulais terminer parce que vous avez quand même... Vous entendez bien ce qui se passe là dans la société, et ça a été très bien dit par plusieurs intervenants en disant il y a autre chose, il y a cette loi, mais derrière cette loi, il y a tout ce qui s'est accumulé, y compris des choses symboliques qui, y compris chez vos adhérents, ont dû choquer. Je pense à la déchéance de nationalité, je vois le décalage entre... C'est vrai que c'est le Sénat qui est en train de remettre les choses un peu droit. Oui, mais je voyais bien le choc. Je dis ça parce que, en entendant cette jeunesse, je pensais à un texte qui a précédé le manifeste communiste, que vous connaissez en étant que chrétien. C'est l'accordaire de l'esclavage moderne, 1830. Et cette jeunesse, elle nous parle, elle vit dans sa précarité, dans le dédain qu'elle ressent en haut. On en parlera tout à l'heure, comment ce projet de loi a été conçu, etc. Est-ce que, oubliez un peu votre parole de responsable syndical, est-ce que le travailleur militant chrétien, il ne se dit pas, là il y a quelque chose de plus profond, et il faut peut-être que je sois plus à l'écoute. Bien sûr qu'il y a quelque chose de plus profond. Il y a la négation de la valeur travail. Tous les jours, on nie la valeur travail. C'est-à-dire qu'on en fait une marchandise. Alors que le travail, c'est aussi la façon pour chacun, évidemment, de vivre et d'être indépendant, mais de se révéler par le bien commun. Et ça, c'est le système matérialiste qui nous tue le travail. Le système économique qui veut nous faire dire qu'il faut toujours plus produire, toujours plus acheter. Et on oublie la dimension humaine et la dimension du travail. Celui qui est le bénévole, celui qui encadre des jeunes le dimanche, il travaille, il sert la société. Et ça, on est en train de le détruire. Bien sûr qu'il y a des choses en profondeur. Évidemment qu'il y a des choses en profondeur. Une dernière question. Oui, simplement l'idée. Vous disiez tout à l'heure que dans vos militants, c'était Epsilon, ceux qui avaient pu signer la pétition contre la loi travail, voire manifester dans la rue hier. Je pense qu'il y avait peut-être des militants de la CFTC sans étiquette. Il y en avait même. Mais... Vous ne leur interdisez pas, en tout cas. Et j'imagine que vous avez reçu des appels de la base stupéfaits, furieux, au lendemain de la présentation du projet de loi. Vous avez reçu des militants, des coups de fil d'appel de militants. On a reçu en disant, paniqués. Quel est ce projet? Parce qu'au départ, il y a des textes qui sont parus dans tous les sens. Et nous, on leur a dit, attendez, nous, on n'a pas le projet. Donc on ne va pas se positionner sur un texte qu'on n'a pas. Ça fait une très bonne transition, parce que le plateau suivant, ça fait 1 heure qu'on a débattu. Il faut qu'on prolonge, le numérique permet de prolonger par rapport à tout ce qui a été dit les uns les autres. Et là, nous avons le débat suivant avec 2 économistes, justement, sur cette réforme, avec l'un qui est un peu pour, l'autre qui est tout à fait contre. Et pendant le moment de pause, le temps de changer et de passer de 7 intervenants à 2 intervenants, vous découvrirez là notre nouvelle application Mediapart sur tout support, tablette, enfin Android comme iOS, vous l'avez, elle est là, elle est disponible. Et je vous rappelle que Mediapart est en accès libre jusqu'à minuit et qu'il y a une offre spéciale, 3 mois, 9 €. L'indépendance, ça a un prix. Abonnez-vous. Voilà. Bien, à tout de suite. Merci à vous 7. Voilà.